Donc on va pouvoir commencer. Alors, la première chose que je voulais vous dire, hein, c'est que ce rendez-vous, hein, ce Festo Today est enregistré comme tous les autres depuis le début. Donc voilà, si vous avez manqué le début, si vous voulez regarder un passage, si vous voulez en discuter avec vos collègues, bah, n'hésitez pas. Les enregistrements seront tous visibles sur YouTube. Donc n'hésitez pas à la page Festo France de YouTube pour trouver tous les Festo Today qu'on anime depuis quelques semaines. Alors le sujet du jour, hein, c'est lié à l'air comprimé, encore une fois. Alors maintenant, on va parler vraiment de l'air comprimé en lui-même et de combien ça coûte et surtout quelles solutions pour réduire la facture. Voilà, donc déjà, c'est un vaste sujet hein, parce qu'on entend beaucoup de choses. Oui, l'air comprimé, ça coûte cher. On va voir vraiment combien ça coûte l'air comprimé et surtout quel dispositif, quelles solutions on peut mettre en place pour vraiment limiter la facture énergétique. Voilà. Un petit rappel sur les sujets de la semaine. Donc aujourd'hui, le sujet de la semaine, hein, on l'a vu, hein, c'est 5 solutions pour réduire la facture d'air comprimé. Demain, vous retrouverez les animateurs de Simon Collat et Nicolas Varias qui continuent sur la partie Industrie 4.0. Et jeudi, un nouvel interlocuteur pour Festo France, Jean-Yves Walter, qui parlera de l'intérêt d'automatiser des lignes de production. Voilà, ce sera plus général, mais le but c'est découvrir des pistes, comment faire des économies, quel est l'intérêt d'automatiser des lignes de production. Très bien. Alors pour cette partie liée à l'air comprimé, bah, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Eh ben, la première chose, hein, je viens de le dire, c'est vraiment d'optimiser la conception des machines. Et quand on parle d'optimiser la conception des machines, ça passe par différents aspects. Il y a des aspects qui sont très simples et des aspects, ben voilà, on est là pour vous donner des conseils. Donc, chez Festo, on a établi une douzaine de mesures qui permettent vraiment de réduire la consommation d'énergie. Les plus importantes, on va y venir. Tout ce qui va être limiter les frottements, choisir les bons composants. Le dimensionnement, ça c'est un point important. Aujourd'hui, comment bien dimensionner un VR1? Bah, nous, on a des outils hein, qu'on propose. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que dimensionner un VR1, c'est capital sur la consommation d'air comprimé. Sachez que si vous, par sécurité, vous dites ah bah tiens, je vais mettre la taille au-dessus. En général, quand on monte d'une taille, eh ben, ça veut juste dire que le diamètre augmente en général de 30 à 40%. Par contre, le volume à remplir, en général, il double à chaque taille. C'est pour ça qu'en général, les efforts doublent à chaque taille. Donc mine de rien, quand vous montez d'une taille, vous doublez la consommation de votre V1. Donc, si vous surdimensionnez tous vos V1, ben, vous allez doubler la consommation sur tous vos V1. Voire des fois, on se met une grosse sécurité et du coup, on double, on triple, on quadruple la consommation d'air comprimé en voulant jouer la sécurité. Donc c'est pour ça que quand vous dimensionnez un V1, mettez-vous un petit facteur de sécurité, mais pas la peine de prendre une ou deux tailles dessus. C'est vraiment de l'argent gaspillé dans l'utilisation. Voilà, les autres facteurs importants, c'est les circuits d'économie d'énergie. Donc on va en parler un peu après. Et voilà, il existe des solutions aujourd'hui pour arrêter la consommation d'air quand on est dans une phase de stand-by de la machine. Ça, c'est un point important pour réduire la consommation. Les autres facteurs importants, ça va être la réduction de la pression. Réduire la pression, ben, à chaque fois qu'on baisse la pression d'un bar, en général, on gagne entre 10 et 15% de consommation d'air. Donc on peut pas descendre à zéro, hein, évidemment, sinon les machines ne vont pas bouger. Mais voilà, on a aujourd'hui des réseaux qui sont entre 6 et 7 bars. Et ben passer entre 5 et 6, en général, ça impactera pas forcément vos machines qui sont déjà surdimensionnées. Par contre, ça peut vous faire réduire la facture énergétique de entre 10 et 15%. Autre point important qu'on dit beaucoup chez Festo, c'est réduire la longueur des tuyaux. Effectivement, les tuyaux, ce sont des volumes morts. Donc, pour faire le moins de pertes dans ces tuyaux, ben, le but c'est de les avoir avec des diamètres les plus petits possibles, en sachant qu'il ne faut pas aller trop bas non plus pour garantir qu'il y ait toujours le débit nécessaire. Mais voilà, les avoir le plus petit possible et le plus court possible. Imaginez que si vous mettez un tuyau de 4 à 5 mètres, vous avez déjà perdu la moitié des performances du débit entre le distributeur et ce qui arrive réellement au vérins. C'est pour ça aussi que Festo aujourd'hui propose de plus en plus de solutions décentralisées. C'est pour mettre vraiment les terminaux au plus proche des actionneurs. Ne plus avoir à les mettre à un point de la machine, avoir les actionneurs qui sont à 5 mètres de tuyaux. Ben, c'est pratique, mais dans l'absolu, c'est énormément de pertes dans les tuyaux. Donc c'est vraiment de la perte pour rien. Enfin, le dernier point que je vais aborder parmi ces 12 mesures, c'est les fuites. Donc là aussi,
Les fuites, il y en a beaucoup sur les circuits pneumatiques, surtout dès qu'une machine commence à avoir un petit peu d'âge, hein, en général vers 2-3 ans d'utilisation, ben il commence à y avoir des fuites qui apparaissent, principalement à tout ce qui va être lié les points de raccordement, donc les tuyaux, les liaisons tuyaux raccord, des fuites de raccord aussi, ça peut apparaître à cet endroit-là. Et là aussi, sur une machine qui a 2-3 ans, quand vous avez 20% de perte sur les fuites, c'est énormément d'argent qui est gaspillé inutilement. Et en général, comme c'est dans des environnements un peu bruyants, on les entend pas, ou on n'y fait pas trop attention, on se dit bah, c'est pas grave, hein, c'est que de l'air. Oui, c'est pas grave, mais c'est de l'argent gaspillé. Donc voilà. Alors voilà quelques pistes que Festo vous donne déjà dès la conception pour essayer de réduire au maximum la facture énergétique. Donc ça, c'est lié à la conception, ça implique aucun matériel particulier. Déjà, si vous respectez la plupart de ces règles, vous allez voir que la facture d'énergie dans l'usine va vraiment diminuer. Maintenant, on va passer à d'autres solutions que Festo a mises en place, qui sont vraiment là des appareils, des dispositifs pour aller encore plus loin. Alors, deuxième solution, mais premier produit, les modules d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est quelque chose que Festo propose depuis quelques années. Ce sont des systèmes qui permettent de réduire la consommation d'énergie. Et autre point, ils permettent aussi de détecter les fuites sur les phases de stand-by. Donc, je vais vous donner un petit exemple avec une vidéo qu'on va regarder ensemble. Voilà, qui va expliquer un peu le principe. Donc l'appareil en général, il est en amont d'une ligne de production. Il va surveiller le débit dans la machine en fonction du différents cycles. Et quand il va détecter une phase d'arrêt, il va se laisser un petit delta T. Et au bout de ce delta T, il va couper automatiquement l'arrivée d'air. Donc là aussi, ça va permettre d'éviter de laisser la machine qui tourne et qui perd de l'argent. Et quand il va couper l'arrivée d'air, il va couper avec une vanne de 2, ce qui fait que le reste du circuit va être mis sous pression. Et là, il va être capable de détecter la chute de pression dans le circuit qui devait être isolé. Si la pression reste à peu près stable, ça veut dire qu'il n'y a aucune fuite. Par contre, si la pression commence à descendre, comme ce qu'on a vu là sur le schéma, bah c'est qu'il y a une fuite quelque part. Parce que normalement, le système devrait être complètement fermé, étanche. Donc du coup, si on voit qu'il y a une chute de pression en aval de la coupure, c'est qu'il y a une fuite quelque part, ou plusieurs fuites. Voilà. Et ce qui est bien avec ce système d'appareil, c'est que l'utilisateur va définir lui-même ses seuils, son delta T de mesure et son delta P de chute de pression. Là, on a une chute de pression, en 2 secondes, on est descendu à zéro, c'est qu'une grosse fuite. Donc à partir de là, l'appareil va être capable de remonter une alarme à l'automate pour dire attention, il y a une fuite importante, il faudrait faire une intervention, la maintenance, pour venir réparer cette fuite. Voilà pour les deux fonctions liées à la consommation énergétique. La troisième chose ensuite, c'est après le redémarrage, enfin en utilisation classique, vous avez un système qui est équipé de capteurs de pression et de débit. Donc du coup, en production normale, il va être capable de faire de la remontée de données, du monitoring sur les valeurs de pression et de débit. Donc ça, c'est une information qui est communiquée en temps réel à l'automate, parce que notre système est lié à l'automate par des systèmes de bus de terrain type Ether4, Ethernet IP, Profinet. Et du coup, on a en temps réel la remontée de données sur la pression dans le réseau, le débit à l'instant T et un calcul de la consommation d'air, donc qui permet de consommer, voilà, à la fin de la journée, j'ai consommé 5000 litres ou j'ai consommé 10 000 litres. Voilà, et on met à jour à zéro le soir ou alors on laisse tourner le compteur. Ça permet d'avoir une vision de combien consomme ma machine de manière générale. Voilà pour ce dispositif chez Festo qui s'appelle le MSE6E2M. On a aussi une variante dont je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais qui permet aussi de réguler la pression. Donc là, on a un système qui ne régule aucune pression, qui va juste couper l'arrivée d'air en cas d'arrêt. On a un autre système qui va permettre de réguler la pression dans le circuit et qui est capable aussi, en phase de stand-by, de pas pas laisser la pression descendre à zéro. Parce qu'on a vu, s'il y a une fuite, bah, la pression va descendre, et s'il y a vraiment une grosse fuite, elle va arriver à zéro. Et il y a certains process où on veut se dire, attention, on ne veut pas que notre pression descende à zéro. Donc dans ce cas-là, on va laisser une pression minimum qui va être régulée pour éviter que ma machine se purge complètement. Alors ce dispositif-là s'appelle le MSE6C2M. Donc si vous avez des besoins, là aussi c'est possible de travailler avec un système équivalent, mais qui ne laisse pas la pression descendre à zéro. Voilà. Je vais continuer avec ce MSE6E2M, juste pour information. Le MSE6E2M peut fonctionner
de façon indépendante, là, comme on a vu, hein. Et en général, on l'utilise avec un automate qui va permettre de recenser toutes les informations qui remontent, donc pression, débit, consommation pour les mesures, aussi les diagnostics de fuite, la coupure, la réactivation, donc ça c'est l'automate qui gère. En parallèle, on peut remonter aussi des informations dans un cloud qui vont concerner toutes les valeurs qu'on a mesurées, donc à savoir qu'on peut remonter les informations de pression, de débit et de consommation. Et ces informations-là, on peut les stocker dans un cloud, une solution proposée par Festo. Voilà, Festo ne propose pas que le produit en lui-même, il propose aussi un service de cloud où on va stocker les données et un service de dashboard qui va permettre de prévisualiser toutes ces valeurs. Donc là, vous avez un dashboard pour le système E2M avec les valeurs de pression en temps réel qui s'affichent et surtout les historiques, l'historique sur une heure, sur une journée, sur une semaine, sur un mois ou voire un an d'historique des valeurs et affiché en diagramme de pression, diagramme de débit pour le MSE6E2M. Donc avec ce système-là, associé au produit, vous avez un suivi, une surveillance de la consommation qui est accessible à distance. Je continue avec un troisième dispositif pour faire des économies d'énergie. Pour ceux qui avaient suivi le premier Festo Today qui parlait de la pneumatique digitale, on avait déjà abordé ce sujet, c'est le Motion Terminal. Donc le Motion Terminal, c'est un terminal de distributeur intelligent. Et là, pour ce produit-là, vraiment, tout a été pensé autour de l'économie d'énergie. La première chose, c'est tout ce qui est lié à la commande à l'intérieur. On n'a pas de commande à piston avec des bobines classiques. On a un système piézoélectrique qui consomme quelques micro-ampères. Donc, au niveau des watts, on est sur, entre le microwatt et le milliwatt, on est sur des valeurs très faibles de consommation électrique. Ça, c'est un premier point important. Puis après, il y a ce qu'on rajoute dessus au niveau des applications. Donc, j'en avais parlé, hein. Il y a des applications qui vont permettre de réguler la pression au minimum ou d'adapter la pression au minimum pour faire un mouvement. Et enfin, les applications de détection de fuite. Donc là aussi, hein, on avait regardé l'animation, je vais revenir sur ces points-là. Principalement, c'est tout ce qui était lié à la réduction de pression. On avait vu ce cas-là où, par exemple, aujourd'hui, sur un fonctionnement standard, vous avez votre réseau à 6 bars, et quelle que soit la charge que vous avez, le produit va toujours travailler à 6 bars. En aller en poussant la charge et au retour en poussant la charge. Il va travailler à 6 bars et consommer la même quantité d'énergie, quelle que soit la charge et le cycle. Avec le système EcoDrive, on va utiliser le minimum de pression nécessaire à faire le mouvement. Donc par exemple, là, si on a une charge de 15 kg avec un DSBC32, si le système n'a besoin que de 2 bars et demi, il va mettre 2 bars et demi pour pousser la charge. Et au retour, par exemple, si là il pousse aucune charge au retour, il va, au lieu de travailler à 6 bars, il va travailler avec le minimum de pression nécessaire. Et pour un retour sans charge, 1 bar suffit, même des fois 0,8 suffit. Donc l'idée de cette application, hein, c'est d'utiliser le moins d'énergie possible tout en garantissant le mouvement. Et ça permet de faire des économies entre 50 et 70%. Donc c'est pas négligeable, hein. Donc voilà le principe du système EcoDrive sur le Motion Terminal. Autre point sur le Motion Terminal, ce qui est lié au diagnostic de fuite. Donc on a dit, hein, les fuites, c'est un point important de perte inutile, parce que c'est de l'argent qui est vraiment jeté par les fenêtres. Qu'est-ce qu'on a fait aussi avec ce Motion Terminal? On a intégré via les capteurs de débit dans le Motion Terminal la possibilité de détecter les fuites sur le circuit entre le Motion Terminal et le V1. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à la livraison, on fait un apprentissage des valeurs de référence. Donc le débit pour réaliser un aller-retour. Et on peut réaliser un cycle de diagnostic toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, pour être capable de mesurer la valeur du débit nécessaire pour faire un mouvement par rapport à la valeur référence qu'on avait définie à l'apprentissage de la machine. Ce qui fait qu'on va être capable de faire une comparaison des valeurs. Imaginons que votre cycle de référence a besoin de 1 ou 2 litres minutes. Si tout d'un coup on détecte que pour faire le même aller-retour, on est plutôt maintenant à 2-3 litres minutes, c'est que la consommation a fortement augmenté sur ce cycle. Donc ce qui veut dire qu'il y a une fuite sur le réseau. Et avec ce système, on est capable de créer différents niveaux de fuite acceptables. Si par exemple 1 litre heure c'est acceptable, dans ce cas-là on ne déclenche pas d'alarme. Par contre, si
10 litres heure, c'est une fuite élevée, ou 20 litres heure ou 50 litres heure. Là, vous avez une information qui est remontée. Donc, vous avez différents niveaux d'alerte qui remontent. Donc, voilà les types de fonctionnalités qu'on a avec le Motion Terminal pour tout ce qui est lié à l'économie d'énergie et la détection de fuite. Voilà. Je vais continuer avec une quatrième solution, puisqu'on doit arriver à 5 à la fin. C'est les Venturi intelligents. Donc là, on était vraiment dans les mouvements sous pression. Maintenant, un petit mot sur tout ce qui va être lié à des mouvements liés à la technologie du vide. Donc, en général, pour activer des ventouses, si vous faites de l'appréhension par le vide, en général, on utilise des Venturi. Donc le Venturi, c'est simple, c'est en créant un soufflage dans une zone avec une réduction du passage, on va créer une dépression. Et cette dépression va permettre de connecter une ventouse pour aspirer. Donc ça, c'est l'effet Venturi classique. Donc la plupart des Venturi ne ressemblent qu'à ça. Et en général, les Venturi classiques, on les laisse aspirer tout le temps. Ils sont toujours en train d'aspirer, même quand ils sont pas en phase de tenir une pièce. Donc nous, ce qu'on propose avec ce type de Venturi-là, déjà, c'est un Venturi qu'on va couper quand on n'a pas besoin de tenir une pièce. Ça, c'est bête, mais ça permet déjà de faire des consommations, des réductions de consommation. Et l'autre avantage, c'est son circuit d'économie d'air. Comment ça marche? En fait, ça va être un système qui va être dans le Venturi avec un petit capteur de dépression. Donc, on va mesurer le niveau de vide. On va être capable de détecter quel est le niveau de vide dans la ventouse. Et du coup, ce qu'on va faire avec ce système-là, c'est qu'on va aspirer pour passer de 0 à le vide qu'on s'est fixé. Donc, par exemple, imaginons que c'est 85% de niveau de vide. Donc on va arriver à 85% de niveau de vide. Une fois qu'on a atteint ce seuil, on va arrêter d'aspirer pour éviter de faire tourner le Venturi pour rien. Donc on va arrêter d'aspirer et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le niveau de vide qui va commencer à baisser parce qu'il y a toujours un petit passage d'air. Et une fois qu'on va arriver à un seuil établi où on risque de faire tomber la pièce, on va renvoyer une petite pulsation d'aspiration. Ce qui fait que le système, au lieu d'aspirer en continu, il va juste relancer l'aspiration quand il va détecter que le niveau de pression est trop faible et qu'on risque de lâcher la pièce. Ce qui fait qu'à la fin, au lieu de consommer en continu, on va consommer le minimum nécessaire d'air pour activer le Venturi. Ce qui fait que le Venturi n'est pas activé tout le temps, il est juste activé pour relancer des pulsations d'éjection. Et là aussi, les économies d'air, en général, c'est entre 50 et 80% selon la porosité de la pièce par rapport à la ventouse. Si vous avez quelque chose où il y a très peu d'étanchéité entre la ventouse et la pièce, là, c'est pas intéressant parce que le système va être toujours en train de réaspirer parce qu'il détecte un niveau de vide qui baisse trop vite. Par contre, si vous manipulez une surface qui est relativement lisse avec une ventouse adaptée, là, la chute de niveau de vide va être très lente et du coup là vous faites vraiment des grosses économies. Donc vous avez juste besoin d'activer le Venturi pour monter à la consigne. Après, votre système se coupe automatiquement. Voilà, donc ça c'est mine de rien, oui, c'est un point important pour faire des économies d'air comprimé et du coup réduire la facture énergétique du compresseur. Éviter que le compresseur travaille pour rien. Voilà pour le quatrième point. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire une fois que la machine est déjà livrée. Donc là, on va pas rajouter des fonctions sur la machine. Comment optimiser la machine telle qu'elle est sans rien changer. Et là, Festo propose, Festo et d'autres, mais on propose des systèmes d'économie d'énergie. Alors la petite subtilité, c'est que la proposition Festo, elle répond à une norme, parce qu'il y a une norme aujourd'hui qui existe sur tout ce qui est lié à la gestion de l'énergie, qui est la norme ISO 50001. C'est une norme internationale, donc vous êtes peut-être déjà amené à la respecter parce qu'aujourd'hui cette norme est de plus en plus restrictive. Elle impose de faire des mesures sur la consommation d'énergie et de mettre en place des dispositifs pour réduire la facture. Voilà. Et la norme ISO 50001 englobe une norme qui est liée juste à l'air comprimé, qui est la norme 11011. Et ça, c'est une norme qui a été définie pour trouver des solutions pour réduire la consommation d'énergie liée à l'air comprimé. Donc nous, aujourd'hui, on propose un service qui est un service d'économie d'énergie. Donc là, c'est simple. Ce sont 2 techniciens qui vont sur les lignes de production et qui réalisent des audits énergétiques. Donc, ils vont faire des analyses de la qualité de l'air comprimé
et qui vont faire des analyses des fuites potentielles. Et comme je vous l'ai dit, hein, cette démarche, elle est certifiée ISO 11011. Donc c'est pas n'importe qui vient, ce sont des techniciens formés pour ce type d'opération. Alors comment ça fonctionne? La partie détection de fuite, ben, en fait, on a des techniciens qui passent avec des appareils de mesure de fuite. Donc on va travailler avec des sonomètres principalement, hein, parce que en général, il détecte une fuite au son. Et selon le bruit qu'elle fait, donc le technicien va balayer son sonomètre et aussi un sonomètre à parabole, hein. Donc ce sont des outils assez performants, et en fonction du niveau de son qu'on va détecter, on va être capable de quantifier à peu près le niveau de fuite. Donc là aussi, le technicien va faire un audit de la machine. Pour chaque point qu'il a inspecté où il a détecté une fuite, il va faire une notification. Donc d'abord une notification papier sur tous les endroits qu'il a mesurés. Et dernier point, c'est qu'une fois qu'il a fait tout ce travail dans toute une usine, il va créer un dossier. Et dans le dossier, il va vraiment donner toutes les informations. Il va dire à tous les endroits qu'il a testés, il va prendre une photo, il va donner la valeur de la fuite mesurée, et il va créer un dossier complet pour dire, bah voilà toutes les fuites qui ont été créées avec les différents niveaux de priorisation. Par exemple, si c'est une fuite de 1 litre heure, bah là, il va dire attention, ça c'est une fuite d'1 litre heure qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, qui ne mène pas des grosses pertes. Par contre, si c'est une perte, une fuite de plus de 10 litres heure, 15 litres heure, voilà, du coup, il mettra une étiquette, attention, ça c'est une fuite qui nécessiterait une phase de maintenance. Et après, du coup, vous avez, enfin, la personne qui a fait ce diagnostic énergétique met à disposition de l'industriel un fichier général avec toutes les informations, les photos, les mesures, et du coup, l'industriel peut ensuite regarder les valeurs et faire les actions correctives. Et une fois que les actions correctives sont établies, c'est possible de le noter dans l'outil pour avoir un suivi. Voilà, quelles sont les actions qu'il fallait faire, quelles sont celles qui étaient faites, quelles sont celles qui étaient prioritaires, est-ce qu'elles ont été faites, et quelles sont celles qui n'étaient pas prioritaires. Voilà, vous avez une réelle visualisation de l'audit et des actions correctives qui ont été menées pour réduire les fuites sur l'installation. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui est lié à l'économie d'énergie, si vous voulez avoir plus de détails sur certains produits, si vous êtes intéressé par des diagnostics énergétiques, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, vers Festo. Voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en place avec vous sur vos lignes. Ou si c'est des diagnostics énergétiques, ben, ce sont des techniciens qui peuvent venir dans vos usines, faire un pré-audit pour avoir une première information sur la pertinence de l'étude. Et si vraiment il y a besoin, voilà, on a un technicien qui passe plusieurs jours sur le site pour réaliser un audit complet de la machine et qui vous donne un rapport complet. Voilà. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas à contacter Festo. Voilà, maintenant, je vais passer à la phase des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais commencer à regarder. Alors, pourquoi les totaux sont supérieurs à 100%? Alors, c'est vrai que si en fait, oui, on peut pas faire tout mettre en place et réduire à 100%. C'est assez théorique, hein, c'est des valeurs estimatives, en sachant que forcément, il y a certaines choses, on peut pas tout arrêter. Par exemple, on me dit arrêter les frottements, ben, on peut pas arrêter et réduire les frottements à 0%. C'est impossible, puisque si vous n'avez pas de frottement, c'est que vous n'avez pas de masse. Enfin, en tout cas sur Terre. Donc en fait, ce sont des pistes à creuser à chaque fois qui permettent de dire, ben voilà, là on peut gagner quelques pourcentages par là, et quels sont les points importants sur lesquels on peut faire une grosse réduction des coûts. Effectivement, on peut pas 100%, c'est impossible. C'est voilà, c'est juste pour donner des pistes importantes, en sachant que quand vous activez, quand vous agissez sur un facteur, ça peut aussi agir sur un autre, et c'est pour ça qu'on fait des économies. C'est à mettre en parallèle. Mais effectivement, on ne peut pas réduire tout à 100%. On ne peut pas aller au-dessus de 100%. C'est des valeurs estimatives sur un point de travail. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors la question, si j'ai déjà un CPX, est-ce que j'ai besoin de travailler avec le système E2M? Alors, le système E2M, effectivement, il a sa propre liaison bus de terrain. Et pour ces liaisons bus de terrain, il utilise des modules
de CPX. Donc, si vous avez déjà un CPX, il est possible d'utiliser un système D2M, qui est comme un E2M, mais qui est décentralisé. Ça veut dire qu'il se connecte à un CPX et il n'y a pas besoin d'utiliser la tête de station du CPX dessus. Ça permet de réduire aussi le coût du dispositif. Alors, quel est le coût moyen d'un audit? Alors, les coûts moyens d'un audit, ça peut varier beaucoup. On peut dire qu'on commence en général aux alentours de 4000 euros pour faire donner un estimatif. Après, suivant la taille de l'usine, bah, ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros si on a vraiment une très grosse usine avec énormément de postes de travail, beaucoup de compresseurs, un circuit comprimé, d'air comprimé qui est très étendu sur la machine. Donc voilà, voilà, en général, faut compter entre 3 et 4000 euros pour une ligne de production, on va dire, classique. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, du coup, je vois il y a plus de questions. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, ben, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, pour conclure, eh ben, je vous dirais que les Festo Today continuent cette semaine. Donc, voilà le planning pour cette semaine. Donc demain, ce sera une thématique sur l'industrie 4.0. Donc voilà, ce sont deux thématiques. Enfin, c'est une thématique qu'on a déjà abordée deux fois les 2 semaines passées. Et là, ce sera le troisième round. Donc on conclura sur le sujet avec Nicolas Varias et Simon Collin. Et jeudi, avec Jean-Yves Walter, on aura une vision sur quel est l'intérêt d'automatiser. Hein. Donc automatiser, c'est gagner du temps. Mais vous verrez avec des exemples concrets les gains possibles en automatisant certaines tâches. Voilà, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'être venus aussi nombreux. J'en profite pour saluer tous les participants parce que voilà, on est Med France, mais on est suivi chez des clients de Suisse, de Belgique, du Maghreb et maintenant aussi d'Afrique centrale. Voilà, donc un rendez-vous international. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis bah, je vous dis à bientôt pour les prochaines éditions de Festo Today.